Oublie tout ce qu'on t'a enseigné sur la séduction. Comment t'habiller, comment parler, comment regarder, comment devenir la femme désirée. Tous ces conseils, tu les mets de côté. Maintenant, aujourd'hui, je veux te révéler des vérités profondes. Des vérités qui parleront à ton intelligence, à ta raison. Ensemble, nous allons mettre en lumière ce que Carl Jung a découvert il y a un siècle et que le monde moderne choisit délibérément d'ignorer. Cela n'a rien à voir avec la beauté, ni avec l'intelligence, ni avec ta façon de t'habiller, de te maquiller, de marcher. Non, il s'agit d'une puissance que l'inconscient masculin recherche, dans ses recoins les plus obscurs. Jung l'appelait l'anima, l'archétype féminin que chaque homme porte au plus profond de son âme, mais qu'il cherche à l'extérieur, chez une femme. Et lorsqu'un homme reconnaît cet archétype en toi, tu cesses d'être une simple option. Tu deviens une obsession. Tu deviens inoubliable. Or, voici le problème. Très peu de femmes connaissent cette vérité, et moins encore, savent comment éveiller cette puissance. Tu sais pourquoi personne ne t'en a jamais parlé? Parce que cette puissance ne s'achète pas. Elle ne se porte pas comme un vêtement. Elle ne s'applique pas comme un maquillage. Elle ne se copie pas. Elle ne se manipule pas. Elle ne peut s'éveiller que de l'intérieur, depuis les strates les plus profondes de ton âme. Aujourd'hui, je ne te donnerai pas de tactique de séduction superficielle. Aujourd'hui, je te transmets 5 codes archétypaux, 5 clés issues de l'inconscient collectif décrit par Jung. Chaque code que tu vas entendre ouvrira une nouvelle dimension de ton pouvoir d'attraction. Et lorsque tu auras intégré le 5e code, tu comprendras enfin ceci. Tu n'as jamais été une option. Tu as toujours été une reine. Tu l'avais simplement oublié. Es-tu prête? Parce qu'après avoir entendu ce qui suit, tu ne seras plus jamais la même. Il n'y a plus de retour en arrière. Qu'est-ce qu'on t'a appris depuis l'enfance? Sois gentille, sois douce, sois dévouée, sois compréhensive, sois patiente. Montre-lui ton amour, sans cesse. Fais tout pour le rendre heureux. Existe, sans déranger son confort. Ne brille pas trop, il pourrait prendre peur. Ne fais pas de bruit, cela pourrait créer des tensions. Ne sois pas trop exigeante, il pourrait se sentir étouffé. Et toi, tu y as cru. Tu as commencé à vivre selon ses préceptes. À chaque relation, tu t'es un peu plus moulé dans ses formes. Tu es devenue un peu plus douce, un peu plus compréhensive, un peu plus patiente. Tu es devenue son refuge émotionnel, sa thérapeute, sa mère. Tu as écouté ses problèmes, tu as pensé ses blessures, tu as apaisé ses peurs. Tu étais là dans ses mauvais jours, tu t'effaçais dans ses bons jours. Toujours disponible, toujours accessible, toujours présente, mais jamais véritablement son amante. Jamais la femme qui le rend fou, qui lui fait perdre la tête, qui hante ses nuits. L'archétype de l'ombre, selon Jung, entre en jeu précisément ici. Qu'est-ce que l'ombre? Écoute bien. Tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as caché, tout ce que tu as enfoui par peur de ne pas être accepté, cette part sauvage en toi, cette part rebelle, cette puissance féminine imprévisible, incontrôlable, indomptable. Voilà ce qui rend un homme fou. Pourtant, on t'a appris pendant des années à la dissimuler. Ne sois pas trop, ne sois pas lourde, ne sois pas fatigante, ne sois pas compliquée. Alors, tu as enterré tes désirs, tes passions, tes aspirations, au plus profond de toi.
Tu as eu peur d'être trop. Tu as eu peur d'être abandonné. Et ainsi, tu es tombé dans le piège d'une féminité fragile et passive, douce, rassurante, apaisante, prévisible. Or, ce qui est prévisible n'est jamais désiré. C'est simplement utilisé. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Écoute attentivement. Sophie avait 25 ans. Elle faisait tout pour son compagnon, Lucas. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner. Quand Lucas rentrait du travail, le dîner l'attendait sur la table. Elle écoutait pendant des heures son stress professionnel, ses problèmes familiaux, ses disputes avec ses amis, sans jamais se plaindre. Jamais elle ne demandait « Et mes problèmes à moi ?» Jamais elle ne disait « Moi aussi, je suis épuisée ». Lucas lui répétait constamment « Tu es une femme exceptionnelle, Sophie. Tu es tout pour moi. Mon havre de paix, mon refuge, mon foyer. » Et Sophie était heureuse. Elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui reconnaissait sa valeur. Elle croyait que ses sacrifices étaient enfin récompensés. Les jours passèrent. Elle donna davantage, s'investit davantage, se sacrifia davantage, s'oublia davantage, jusqu'au jour où Lucas la quitta. En silence. Pas un message. Pas une explication. Il est parti. C'est tout. Quelques mois plus tard, elle le découvrit sur les réseaux avec une autre femme. Une femme plus froide en apparence, plus distante, plus inaccessible, plus difficile. Sophie s'effondra. Elle ressentit un vide immense au creux de sa poitrine. Et elle se demanda « Je lui ai tout donné. J'ai consacré tous mes efforts à cet homme. Comment peut-il me quitter pour une femme qui ne lui donne rien ?» La réponse est simple, mais douloureuse. Sophie était son calmant. L'autre femme était son stimulant. Sophie était son foyer. L'autre femme était l'aventure. Sophie était le confort. L'autre femme était une énigme dont il ne pouvait prévoir le lendemain. Sophie était le port tranquille. L'autre femme était la haute mer. Et un homme ne choisit pas ce qui l'apaise. Il choisit ce qui le fait se sentir vivant. Pas ce qui le calme, ce qui l'enflamme. Jung appelait cela l'énantiodromie, la danse des contraires, tantôt chaude, tantôt froide, tantôt proche, tantôt lointaine, tantôt soleil, tantôt tempête, tantôt douce, tantôt amère, tantôt tendre, tantôt ferme. L'impossibilité de prévoir, c'est la plus grande faiblesse d'un homme. Sans cette danse, l'amour se fige. Il devient routine, monotonie, prévisibilité. Et ce qui est prévisible est abandonné, toujours. Maintenant, je vais te poser une question. Et si tu bâtissais ton propre empire? Et si tu cessais d'être locataire dans sa maison émotionnelle, pour devenir reine dans ton propre palais? Et si tu arrêtais d'être la femme qui rassure, pour devenir la femme qui inspire? Comprends ceci. Un homme peut trouver du réconfort auprès de 1000 personnes, auprès de sa mère, auprès de ses amis, au bar où il va après le travail. Mais trouver une femme qui l'inspire, pour un homme, c'est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. C'est inestimable, c'est inoubliable. Le processus d'individuation selon Jung affirme ceci. Deviens toi-même, accomplis-toi, unifie-toi. Ne cherche pas ta part manquante chez un autre, car tu es déjà entière. Relis cette phrase. Tu es déjà entière. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te compléter. Tu n'as pas besoin d'une relation pour te sentir précieuse. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te valider, car tu es déjà complète.
Et voilà précisément ce que l'inconscient masculin recherche. Une femme qui se suffit à elle-même. Une femme debout sur ses propres jambes. Une femme qui possède son propre univers. Pourquoi ? Parce que la force intérieure est contagieuse. La confiance en soi est contagieuse. L'autosuffisance est contagieuse. Lorsqu'une femme est amoureuse de sa propre vie, lorsqu'elle vit ses propres passions, lorsqu'elle pose ses propres limites, lorsqu'elle marche en reine dans son propre royaume, un champ magnétique se forme autour d'elle. Jung appelait cela le numineux, la puissance sacrée, l'attraction mystérieuse, cette influence profonde, inexplicable, mais intensément ressentie. Et voici la vérité que personne ne t'a jamais dite clairement. Un homme ne devient pas obsédé par ce qu'il considère acquis. Il devient obsédé par ce qu'il pourrait perdre. Il n'accorde pas de valeur à la femme dont il se dit « elle sera toujours là ». Il ne peut s'empêcher de penser à celle dont il ressent « je pourrais la perdre ». Laisse-moi te raconter l'histoire de Camille. Elle va t'apprendre beaucoup. Camille avait 34 ans. C'était une femme accomplie, consultante indépendante. Elle menait une vie riche de projets, de passions, d'amitié, de voyages. Elle gagnait son propre argent. Elle prenait ses propres décisions. Elle tenait debout par elle-même. Un jour, elle rencontra Mathieu. Mathieu était un homme charismatique, brillant, séduisant, intelligent. Le genre d'homme que toutes les femmes convoitent. Au début, Mathieu fut fasciné par cette force indépendante chez Camille. « Tu es différente », lui dit-il. « Tu ne ressembles pas aux autres femmes. Tu es autonome. Tu as ton propre univers, ta propre vie. C'est terriblement attirant. » Camille était heureuse. Elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui l'acceptait telle qu'elle était. Mais avec le temps, elle commit l'erreur classique. Elle commença à céder du terrain. Elle reporta ses propres projets pour voir Mathieu. Elle annula ses plans avec ses amis. Elle répondit instantanément à chacun de ses messages. Elle se mit à envoyer « bonjour » le matin. Bonne nuit, le soir, lentement, sans même s'en rendre compte. Elle sacrifia son monde au sien. Elle abandonna son royaume pour devenir servante dans le sien. Et Mathieu se refroidit. Ses messages se firent attendre. Les rendez-vous s'espacèrent. Les excuses se multiplièrent. Cette semaine, je suis débordé. Non, on se voit bientôt, disait-il. Puis il disparaissait pendant des jours. Camille paniqua. Pour ne pas le perdre, elle redoubla d'efforts. Elle devint plus compréhensive, plus flexible, plus disponible, moins exigeante. Et Mathieu s'éloigna davantage, parce que Camille n'était plus une reine. Elle n'avait plus d'empire. Elle n'avait plus son propre monde. Elle était devenue suppliante, dépendante, poursuivante. Et n'oublie jamais ceci, personne ne devient obsédé par celle qui supplie. Personne ne tombe amoureux de celle qui dépend. Personne ne désire celle qui poursuit. La théorie de l'ombre, selon Jung, affirme « Tout ce que tu refoules te contrôle ». Camille a refoulé sa puissance, son indépendance, son univers, ses limites. Et ainsi, elle a perdu le contrôle. Pas le contrôle de la relation, le contrôle de sa propre vie. Mais un jour, Camille connut l'éveil. Elle se regarda dans le miroir et se demanda « Qu'est-ce que je fais ici ? Quand vais-je enfin vivre ma propre vie ? Quand vais-je revenir à moi-même » Et silencieusement, elle prit une décision. Elle ne quitterait pas Mathieu, mais elle reviendrait à elle-même. Elle retourna à ses projets, à ses amis, à ses passions.
à ses voyages. Elle revint à sa vie. Elle répondit aux messages quand elle le voulait. Elle apprit à dire « Je ne suis pas disponible aujourd'hui ». Elle apprit à dire « Cette semaine, je suis très occupée ». Une autre fois, elle apprit à dire « Non ». Et surtout, elle cessa de chercher l'approbation de Matthieu. Elle ne se demanda plus « Est-ce qu'il m'aime encore ?» Elle ne se tortura plus. Qu'ai-je fait pour qu'il se refroidisse? Parce que Matthieu n'était plus son centre de gravité. Elle l'était. Et lorsque Matthieu remarqua que Camille ne s'intéressait plus autant à lui, il commença à s'inquiéter. Pour la première fois, il sentit que Camille n'était plus acquise. Pour la première fois, il pensa « Je pourrais perdre cette femme ». Pour la première fois, il commença véritablement à la désirer. Les messages se firent plus fréquents. Les appels se multiplièrent. Il se mit à dire « Tu me manques ». Il se mit à dire « S'il te plaît, voyons-nous ». Parce que Camille n'était plus inaccessible, mais elle n'était plus garantie non plus. Et cet équilibre, voilà ce qui rend un homme fou. Le secret est là. Lorsque tu t'abandonnes toi-même, il t'abandonne aussi. Mais lorsque tu reviens à toi, il te suit. Parce que l'inconscient masculin ne veut pas de la femme dans le besoin. Il veut la femme dont on a besoin, pas celle qui dépend, celle qui a de la valeur, pas celle qui poursuit, celle qui choisit d'être poursuivie. Le concept d'inconscient collectif, selon Jung, affirme ceci. Les êtres humains sont attirés par ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est mystérieux attire. Ce qui est inconnu attire. Ce qui possède une profondeur, ce qui attend d'être découvert, attire. Celle qui dévoile toutes ses cartes d'emblée perd. Celle qui offre tout dès la première minute est oubliée. Réfléchis un instant. Que se passe-t-il lorsque tu racontes tout de toi dès le premier rendez-vous? Lorsque tu déverses d'un seul coup tout ton passé, toutes tes souffrances, toutes tes peurs, tous tes rêves, toutes tes déceptions, tous tes traumatismes, tous tes espoirs, le mystère s'éteint, la découverte s'achève, la curiosité meurt, et celle qu'il n'y a plus rien à découvrir perd l'intérêt qu'on lui portait, parce que les êtres humains prennent à la légère ce qu'ils connaissent. Ils accordent de la valeur à ce qu'ils ignorent. C'est une vérité psychologique élémentaire. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Élise. Élise avait 32 ans. C'était une artiste visuelle. Elle peignait, elle sculptait. Une femme silencieuse, profonde, une présence énigmatique. Élise n'était pas la plus bruyante du groupe, ni celle qui parlait le plus, ni la plus populaire, ni l'étoile des soirées. Pourtant, lorsqu'elle entrait quelque part, tout le monde la ressentait, parce que son allure était différente, son regard était différent, même son silence était différent. Sans prononcer un mot, elle remplissait la pièce. Antoine rencontra Élise lors d'une soirée entre amis, et dès le premier instant, il fut intrigué, parce qu'Élise ne ressemblait pas aux autres femmes. Antoine posa des questions. Élise donna des réponses brèves. « Que fais-tu dans la vie ?»« Je travaille dans l'art. » Et le sujet fut clos. Pas de détails, pas d'explications, aucune tentative de se vendre. Où habites-tu? Dans un coin tranquille de la ville. Et elle changea de sujet. Pas d'adresse, pas de quartier mentionné, pas d'invitation. Elle souriait, mais n'expliquait pas tout. Elle partageait, mais avait des limites. Elle était chaleureuse,
mais gardait une distance. Elle était présente, mais demeurait inaccessible. Et jour après jour, Antoine se mit à penser de plus en plus à Élise. Il voulut en savoir davantage, parce qu'il ne parvenait pas à la cerner complètement. Il ne savait pas quel mot la rendait heureuse. Il ne pouvait deviner quel geste la dérangeait. Il ne comprenait pas ce qu'elle pensait. Chaque conversation ouvrait une nouvelle strate. Chaque rencontre révélait une nouvelle profondeur. Chaque regard laissait un nouveau point d'interrogation. Et Antoine commença à ressentir le besoin de faire ses preuves auprès d'elle. « Est-ce qu'elle m'apprécie ?» se demanda-t-il. « Ai-je réussi à capter suffisamment son attention ?» s'interrogea-t-il. « Que pourrais-je lui dire la prochaine fois pour l'impressionner ?» se mit-il à planifier. C'est là que le rapport de force bascule. Ce n'est plus la femme qui cherche à prouver sa valeur, c'est l'homme. Et lorsque cet équilibre se renverse, tout change. Élise était-elle distante? Non. Elle se respectait. Était-elle froide? Non. C'était une femme qui avait des limites. Était-elle manipulatrice? Non. C'était une femme dotée de profondeur. Et elle n'ouvrait pas cette profondeur à n'importe qui. Elle ne l'offrait pas au premier venu. Elle ne la bradait pas. Le concept de persona selon Jung affirme « Le visage que tu montres au monde n'est pas ton vrai toi ». Chacun porte un masque. Chacun possède une façade. Et c'est normal. Mais la plupart des femmes retirent tous leurs masques dès la première rencontre. Elles montrent leur visage de peur, leur visage d'anxiété, leur visage de dépendance, leur visage d'attachement, leur quête d'approbation. Et l'homme se crispe, parce que c'est trop rapide, trop profond, trop intense, trop lourd. Il ne peut plus respirer, il veut fuir. Mais lorsque tu vis avec tes strates, lorsque certains jours tu es chaleureuse, d'autres jours distante, lorsque tu ne donnes pas tout immédiatement, lorsque tu te dévoiles lentement, goutte à goutte, tu deviens un océan. Et les océans sont inoubliables, parce que personne ne peut voir le fond d'un océan. On le contemple toujours avec curiosité. On veut toujours le découvrir. On veut toujours plonger dans ses profondeurs. Et on ne le connaît jamais entièrement. Cela, c'est l'attraction infinie. Le principe d'énantiodromie selon Jung affirme ceci. Toute chose finit par se transformer en son contraire. Celle qui donne sans cesse s'épuise. Celui qui reçoit sans cesse se lasse. Ce qui brille toujours devient invisible. Ce qui est toujours présent perd sa valeur. Pense au soleil. Chaque jour, il se lève, il brille, il réchauffe, il illumine, il nourrit, il donne la vie, puis il se couche. La nuit tombe, l'obscurité s'installe, le soleil disparaît. Et lorsqu'il renaît au matin, tous les regards se tournent vers lui avec nostalgie, parce que son absence se fait ressentir. Sans son absence, sa présence ne peut être comprise. Sans la nuit, la valeur du jour reste inconnue. Lorsque tu es un soleil qui brille en permanence, personne ne le remarque. On se dit, de toute façon, il est toujours là. On s'habitue. De toute façon, il brille toujours. Mais lorsque parfois tu disparais, lorsque parfois tu te retires, lorsque parfois tu dis « Aujourd'hui, je prends du temps pour moi », ton absence se fait remarquer. Et l'absence remarquée crée le manque. Le manque crée le désir. Le désir crée l'obsession. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julie. Julie avait 27 ans, une femme douce. Elle était avec Théo depuis 6 mois.
Théo écrivait quand il le voulait, appelait quand il le voulait, proposait de se voir quand il le voulait. Et Julie était toujours disponible. Quand Théo demandait « On se voit ce soir ?» Julie annulait ses plans. Quand Théo envoyait un message en pleine nuit, Julie répondait aussitôt. Quand Théo ne donnait pas de nouvelles pendant des jours, Julie trouvait des excuses. Il doit être occupé, il doit être fatigué, il doit être stressé, parce que Julie avait peur de le perdre, parce que Julie pensait « c'est ça, être une bonne compagne », parce que Julie croyait « aimer, c'est se sacrifier ». Un jour, une amie lui demanda « Julie, tu ne dis jamais non à cet homme ?» Julie fut surprise. « Pourquoi dirais-je non? Je l'aime. » Son amie sourit et répondit « Aimer, ce n'est pas ne jamais dire non, Julie. Aimer, c'est aussi se dire oui à soi-même. » Cette nuit-là, Julie resta allongée dans son lit à réfléchir, et elle comprit. À chaque oui qu'elle donnait à Théo, elle se disait non à elle-même, non à ses propres projets, non à son propre repos, non à ses propres besoins, non à sa propre valeur. Elle se rendait malheureuse pour rendre Théo heureux. Elle renonçait à sa propre approbation pour obtenir celle de Théo. Le lendemain, quand Théo écrivit encore « On se voit ce soir ?» Julie donna une réponse différente pour la première fois. « Ce soir, je suis fatiguée, Théo. »« On peut reporter ?» Théo fut surpris. Il n'y était pas habitué. « D'accord, dit-il. » Mais il y avait une gêne dans sa voix. Julie ne faisait pas cela par stratégie. Elle ne jouait pas un jeu. Elle était vraiment fatiguée et elle ne ressentait plus le besoin de se forcer. Elle n'avait plus peur qu'il se fâche. Elle ne paniquait plus à l'idée qu'il la quitte. Elle avait simplement commencé à se dire oui à elle-même. Et dans les jours qui suivirent, quelque chose d'intéressant se produisit. L'attitude de Théo changea. Il se mit à envoyer des messages plus souvent. Il demanda « Comment vas-tu » Il dit « Tu me manques ». Il insista « S'il te plaît, voyons-nous cette semaine ». Parce que pour la première fois, il sentit que Julie n'était plus acquise. Pour la première fois, il pensa « Cette femme ne sera peut-être pas toujours disponible ». Pour la première fois, il ressentit la peur de la perdre. Et ce qui n'est pas garanti a de la valeur. Ce qui est rare est désiré. Ce qui est difficile à atteindre, on court après. La théorie de la libido. Selon Jung affirme, l'énergie psychique se dirige vers ce qui est en mouvement. Si tu restes toujours au même endroit, le flux s'arrête. Tu deviens stagnante, statique, sans vie. Mais lorsque tu bouges, lorsque tu te retires, lorsque tu reviens, lorsque tu changes, la puissance te suit, l'intérêt te suit, le désir te suit. Cela, c'est entretenir une relation saine avec toi-même, parce que tu n'es pas un distributeur automatique d'émotions. Tu n'es pas une machine qui délivre un produit dès qu'on insère une pièce. Tu n'es pas un appareil qui fonctionne dès qu'on appuie sur un bouton. Tu es la plus belle créature que ce monde ait portée. Tu as des cycles, tu as un rythme, tu as des hauts et des bas, comme les phases de la lune, parfois pleine lune, éclatante, lumineuse, éblouissante, parfois croissant, calme, retiré, au repos, parfois nouvelle lune, invisible, mystérieuse, dans l'obscurité. Et cela est naturel, beau, attirant, irrésistible. L'enseignement le plus profond, le plus transformateur de Jung, était celui-ci. Ce qui n'existe pas en toi te revient comme destin.
Je veux que tu laisses cette phrase infuser en toi. Si tu attends d'un autre ce que tu ne te donnes pas à toi-même, cela ne viendra pas. Si tu cherches chez un autre ce qui n'existe pas en toi, tu ne le trouveras pas. Poursuivre à l'extérieur ce que tu n'as pas créé à l'intérieur, c'est une déception sans fin. Tant que tu n'es pas amoureuse de toi-même, personne ne sera véritablement amoureux de toi. Tant que tu ne ressens pas d'enthousiasme pour ta propre vie, personne n'en ressentira pour la tienne. Tant que tu ne prends pas plaisir à ta propre existence, personne n'y prendra plaisir. Tant que tu ne te vois pas comme précieuse, personne ne te verra ainsi. Parce que la force intérieure ne ment pas. La prestance ne ment pas. Si tu es malheureuse au fond de toi, peu importe combien tu souris en surface, cela se ressent. Si tu te sens incomplète au fond de toi, peu importe combien tu parais comblée, cela se devine. Si tu te détestes, peu importe combien tu désires être aimé, cette haine s'infiltre dans chacun de tes gestes. Laisse-moi te raconter l'histoire de Clara. Cette histoire te fera peut-être pleurer. Peut-être t'éveillera-t-elle. Clara avait 30 ans. L'homme avec qui elle était depuis 1 an et demi l'avait trompée avec une autre femme, sa meilleure amie. Lorsque Clara l'apprit, son monde s'effondra. Elle se sentit comme une ordure, sans valeur, insuffisante, laide, incomplète, indigne d'être aimée. Elle pleura pendant des jours. Elle s'enferma chez elle pendant des semaines, pendant des mois. Elle se demanda « Qu'est-ce qui me manquait ?» Mais un jour, quelque chose changea. Clara se regarda dans le miroir. Elle observa ses yeux gonflés, son visage blême, ses épaules affaissées, et elle prit une décision. Plus jamais je ne supplierai, plus jamais je ne me diminuerai, plus jamais je n'attendrai que quelqu'un me fasse sentir précieuse. C'est moi qui me le donnerai d'abord. Et elle prit cela au sérieux. Elle commença à consacrer toute sa force, tout son temps, tout son amour à elle-même. Elle se mit à faire tout ce qu'elle avait toujours voulu faire sans jamais oser. Elle mit de la musique chez elle et dansa pendant des heures, quand personne n'était là, quand personne ne regardait, juste pour elle-même. Elle fit de longues promenades, elle s'assit dans les parcs, elle contempla le ciel, elle observa les oiseaux. Rentrée chez elle, elle prit soin d'elle, elle appliqua des masques, des crèmes, elle brossa ses cheveux, elle cuisina de bons repas, elle décora la table, elle alluma des bougies, seule, en silence, en tête-à-tête avec elle-même, et en faisant tout cela, elle commença à y prendre plaisir. Ces petites choses commencèrent à lui faire sentir sa propre valeur. Elle réalisa qu'elle n'avait besoin de personne. Elle comprit qu'elle n'était dépendante de l'approbation de personne. Et désormais, elle vécut sa vie en se plaçant au centre. Un jour, elle se regarda dans le miroir et, plongeant dans ses propres yeux, elle dit « Je t'aime ». Au début, cela lui parut étrange, bizarre, embarrassant. Mais quelque chose se produisit. Malgré elle, des larmes coulèrent, ce que personne ne lui avait dit depuis des années. Elle venait de se le dire à elle-même. Et avec ces larmes vint la puissance. Clara s'inscrivit au cours de peinture qu'elle repoussait depuis des années. Elle y alla chaque semaine. Elle apprit à tenir un pinceau, à mélanger les couleurs, à déverser son monde intérieur sur la toile. Elle voyagea seule, sans demander la permission à personne, sans attendre personne, sans rendre de compte à personne.
Elle visita tous les pays, toutes les villes qu'elle désirait. Il y eut des moments où elle pleura de joie. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. Elle pleura de liberté. Elle pleura de beauté. Elle pleura parce qu'elle avait enfin fait la paix avec elle-même. Et surtout, elle ne chercha plus jamais l'approbation de quiconque. Elle ne demanda plus « Est-ce qu'il m'aime ?» Elle ne se tortura plus « Suis-je assez belle ?» Elle ne s'épuisa plus à se demander « Qu'est-ce qui me manque ?» Parce qu'elle connaissait la réponse. « Je m'aime. » Et cela seul suffit. Et quelque chose d'inattendu se produisit. La prestance de Clara changea. Sa démarche changea. Son regard changea. Sa voix changea. Les gens commencèrent à la regarder différemment. « Tu rayonnes, » lui disait-il. « Tu es joyeuse, » lui disait-il. « Tu as changé, » lui disait-il. « Il y a quelque chose en toi, mais je n'arrive pas à dire quoi, » lui disait-il. Les hommes s'approchèrent, s'intéressèrent, furent séduits. Mais cette fois, Clara était prête. Elle était sélective. Elle avait des limites. Elle avait des standards, parce qu'elle n'était plus dans le besoin. Elle n'avait plus peur de la solitude. Elle ne pensait plus, peu importe qui, pourvu qu'il y ait quelqu'un. Et un jour, son ex revint. Il frappa à sa porte. Il plongea son regard dans le sien et dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, Clara, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à toi. J'ai fait une énorme erreur. Je ne veux pas te perdre. Reprenons, s'il te plaît. » Clara le regarda. Elle se souvint des nuits où elle avait pleuré pour cet homme, des moments où elle s'était sentie sans valeur, des fois où elle avait supplié, couru après lui, où elle s'était diminuée, et elle sourit, d'un sourire calme, serein, puissant. Elle dit « Non ». Ce « non » fut le mot le plus puissant de sa vie. Ce « non » fut le commencement de sa liberté. Ce « non » fut le plus beau cadeau qu'elle se soit jamais offert. Qu'a fait Clara ici? Elle s'est placée au centre. Elle est devenue le soleil de son propre univers. Et les soleils permettent aux planètes de graviter autour d'eux. Mais jamais le soleil ne tourne autour d'une planète. Le soleil tourne sur sa propre orbite. Il rayonne de sa propre lumière. Il diffuse sa propre chaleur. Et les planètes, soit elles s'approchent de cette lumière, soit elles restent dans l'obscurité. Le soleil s'en moque, parce que le soleil est déjà complet. Jung a dit quelque chose, simple mais profond. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Jusqu'à présent, tu as toujours regardé dehors, n'est-ce pas? Tu as attendu qu'il te choisisse. Tu as voulu te sentir précieuse à travers son regard. Tu as espéré te sentir complète le jour où il dirait « Je t'aime ». Peut-être as-tu attendu pendant des années. Peut-être attends-tu encore. Tu sais, moi aussi, j'ai pensé ainsi autrefois. Que tout s'arrangerait quand la bonne personne arriverait. Que je me sentirais enfin précieuse quand il me choisirait. Que mes manques se combleraient quand il m'aimerait. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut combler le vide intérieur. Peut-être le recouvrir temporairement, mais pas le combler. Ce vide t'appartient, et la seule personne capable de le remplir, c'est toi. Maintenant, je vais te dire quelque chose. S'il te plaît, entends-le, vraiment. Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit caser. Tu n'es pas quelqu'un qu'on adapte à la vie d'un autre, qu'on insère dans l'emploi du temps d'un autre,
qu'on compresse dans les moments libres d'un autre. Tu es un univers à toi seul. Tu as tes propres étoiles, tes propres planètes, ton propre soleil. Et cet univers, n'attends pas qu'il te découvre. Cet univers existe déjà. Il tourne déjà. Il brille déjà. Celui qui veut venir vient en tant qu'invité dans cet univers. Il vient selon tes règles. Il danse selon ton rythme. Ou il ne vient pas. Et cela aussi, c'est bien. Tu n'as plus à te demander « Suis-je trop ?» Ce n'est pas toi qui es trop. Celui qui ne peut pas te porter n'était simplement pas fait pour toi. C'est tout. Tu n'as plus à te diminuer. Tu n'as plus à essayer de prendre moins de place. Tu n'as plus à te tordre en te disant « Peut-être que s'il me voit ainsi, il m'aimera. » Écoute, je ne vais pas te faire de grandes promesses. Je ne dirai pas « Fais cela et les hommes tomberont à tes pieds. » Je ne dirai pas « Ta vie changera en une semaine. » Je ne sais pas ce qui arrivera. Personne ne le sait. Mais je sais ceci. La femme qui revient à elle-même commence à marcher différemment, à parler différemment, à regarder différemment. Et les gens le ressentent. Ils ne savent peut-être pas l'expliquer. Ils disent « Il y a quelque chose en toi, mais je n'arrive pas à dire quoi. » Mais ils le ressentent, parce que cette puissance intérieure ne peut pas se cacher. La prestance d'une femme qui se respecte se voit à des kilomètres. Je voudrais te poser une question. Pendant cette vidéo, quelque chose a-t-il remué en toi? Une phrase t'a-t-elle fait marquer une pause? T'es-tu reconnu dans une histoire? Si oui, ce n'est pas un hasard. Peut-être avais-tu besoin d'entendre cela précisément aujourd'hui. Peut-être que quelque chose en toi savait déjà tout cela, mais avait besoin que quelqu'un le dise. Alors je te le dis, tu es suffisante. Maintenant, tel que tu es, avec ton histoire, avec tes blessures, tu es suffisante. Et suffisante ne veut pas dire parfaite. Suffisante veut dire digne d'être aimée tel que tu es, digne d'être vue tel que tu es, digne d'exister tel que tu es. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, écris ceci en commentaire. Aujourd'hui, je me choisis. 3 mots. Mais ces 3 mots peuvent être un commencement, une promesse que tu te fais à toi-même, même si personne ne le voit, même si personne ne le sait. Toi, tu le sais. Et parfois, cela suffit. Merci d'avoir écouté. Vraiment. Tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela seul dit quelque chose de toi. Tu cherches des réponses. Tu veux changer. Tu veux te sentir mieux. Et ce désir, c'est le commencement de tout. Prends soin de toi. À la prochaine.